qu'il y avait encore des signes qui pouvaient trahir cette identité. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques accents qui reviennent dans vos chansons. Vous étiez un poète à votre façon assez tôt, parce que votre famille elle-même était poétique. Votre père était communiste du Sud-Ouest. Il n'en reste plus beaucoup, donc les communistes du Sud-Ouest, comme les socialistes d'ailleurs, du Sud-Ouest, il en reste. Avec la générosité qui était la leur, étaient aussi des hommes, des femmes tenaces. Je sais que votre père avait connu plusieurs licenciements à cause, justement, de ces idées. Votre mère, elle, a été très vite malade, et vous avez donc vécu chez votre tante, à Cahors. Et c'est là que vous avez rencontré la musique à travers un piano qui vous avait été offert à l'âge de 10 ans. Puis, le jazz vous a convaincu de changer forcément d'instrument, et vous avez voulu passer le conservatoire à Paris. Vous êtes donc installé dans la capitale à 16 ans avec votre père. Vous auriez pu devenir trompette à la garde républicaine. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait, mais vous avez préféré être pianiste dans les cabarets et commencer à écrire des chansons. Toutes sortes de chansons. Des espagnolades pour Luis Mariano, du tango pour Tino Rossi, des chansons pour Dalida, puis la rencontre avec Francis Carpeaux, dont vous avez mis en musique les poètes. À la fin des années 50, vous rencontrez les grandes voix féminines de l'époque, Cora Vauquer, Colette Renard, Juliette Gréco, pour lesquelles vous écrivez aussi des chansons. Juliette Gréco, qui a fêté son anniversaire 89 ans, en tenant une fois encore un récital. Et votre rêve, c'était de composer pour Édith Piaf. Alors, je disais que votre père était tenace, vous aussi. L'histoire raconte que par 3 fois, vous êtes allé la voir dans son appartement du boulevard Lannes, et 3 fois, on vous a reçu sèchement. Jusqu'à cet après-midi du 5 octobre 1960, qui est donc une date historique, où vous débarquez avec une chanson que vous aviez écrite au piano et que vous avez commencé à interpréter quelques notes. C'était « Non, je ne regrette rien ». Elle vous a demandé à ce moment-là de rejouer cette chanson une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et je crois toute la nuit. Donc, pour Édith Piaf, cette chanson, c'était aussi une résurrection. Elle était dans une partie de sa vie, de sa carrière, où elle était prête à renoncer, où elle pensait qu'elle ne reviendrait jamais sur scène. Et c'est vous, avec cette chanson, qui l'avez convaincue de revenir à l'Olympia. Le soir de la première, elle chante « Non, je ne regrette rien », et c'est un immense succès. À la télévision, dans 5 colonnes à la une, je parle plus ancien, c'est-à-dire ceux de ma génération, c'était l'émission, il n'y avait qu'une seule chaîne, et c'était l'émission qui permettait d'atteindre des millions de téléspectateurs. Et cette chanson est devenue un hymne qui a fait le tour du monde. Et ça a permis de sauver l'Olympia, puisque Bruno Cocatrice, qui était à l'époque le responsable de cette salle, a pu avoir la satisfaction d'avoir un mois Édith Piaf grâce à cette chanson. Avec Michel Beaucaire, vous avez aussi travaillé pour d'autres chansons. Et ce fut Mon Dieu, Les flonflons du bal, Mon vieux Lucien. Pendant 2 ans, vous avez été le compositeur attitré d'Édith Piaf. Le couronnement de votre collaboration, c'est en 1961, quand Édith Piaf écrit sur l'une de vos musiques, Les Amants. Et là, elle vous demande de chanter avec elle. Et pour vous, c'était le début d'une carrière d'interprète. Vous n'aviez jamais songé à chanter vos chansons. Et ce fut Édith Piaf qui vous y a contraint. Et comme on ne résiste pas à Édith Piaf, c'est ainsi, vous voyez, que Charles Dumont est devenu chanteur. Et vous avez continué à composer des musiques pour le cinéma, pour la télévision, et même pour Jacques Tati. Or, dans les films de Jacques Tati, l'essentiel, c'est la musique, puisque c'est des
films quasiment muets où la musique accompagne son sens comique. Il a fallu là encore une autre rencontre avec Sophie MacNeau pour que vous puissiez vous asseoir au piano pour chanter. Et là aussi, Sophie MacNeau, à ce moment-là, a composé aussi pour vous, mais vous lui aviez demandé d'écrire que des chansons d'amour. Aucune autre chanson n'était autorisée. Alors vous avez réalisé l'album Intimité, qui a reçu le prix Charles Cros, Les gens qui s'aiment, des chansons d'amour, une femme, et une chanson, là aussi célèbre, Ta cigarette après l'amour, dont j'ai su qu'elle fut interdite à la télévision. Non pas parce qu'à l'époque, on prohibait le tabac. Non pas par rapport au paquet d'eau, tout ça n'avait rien à voir. Mais c'était plutôt le sens même de cette chanson qui faisait que les censeurs de l'époque avaient cru qu'il n'était pas bon de la diffuser à l'époque sur la première chaîne de la télévision. Et puis vous avez écrit une chanson sur la chanson. La chanson. Ce texte qui était de 1977, que vous ne vouliez pas chanter parce qu'il ne parlait pas d'amour, mais tout simplement de ce que signifiait une chanson. C'est le premier disque d'or que vous avez reçu. C'est avec cette chanson que vous terminez toujours au récital. Parce que, finalement, ce texte dit tout de ce que vous avez voulu faire. C'est peu de choses, une chanson. Mais dis-moi ce que nous ferions s'il n'y avait plus de chanson. Nous-mêmes, nous nous interrogeons. C'est le point que je me demande si je ne vais pas chanter devant vous, mais les mots de Sophie MacNeau ont cessé d'habiter vos disques, et c'est vrai que sa disparition brutale en 2007 vous a privé du complice et d'une amie. Vous êtes ce qu'on appelle un chanteur populaire, c'est-à-dire qui est aimé par le peuple. L'un de ces artistes qui, n'ayant jamais été à la mode, n'est jamais démodé. Et vous avez été capable aussi de diversifier votre œuvre et même d'écrire un ballet chanson original pour l'Opéra de Paris. Vous continuez donc, je le dis, à remplir les salles régulièrement, toutes les salles, et vous étiez le 11 janvier l'année dernière à l'Olympia, comme une façon de dire que même dans les moments de drame, de tragédie, il faut aussi chanter. Une espèce d'hymne à la vie qui est finalement ce que vous avez voulu faire de votre vie. Vous êtes également sur toutes les scènes du monde, puisque vous étiez encore en 2013 à New York pour chanter les chansons, celles-là même que vous avez écrites pour Piaf et que l'on vous demande de manière insistante de chanter partout. Vous avez été également repris par les plus grands artistes, Shirley Bassey, Louis Carmen, qui ont chanté vos chansons. Voilà, Charles Dumont, toutes les raisons qui justifient que nous soyons rassemblés autour de vous. Monument heureusement chanteur. Car rien ne serait plus triste que d'être immobile. Vous êtes toujours en mouvement. Et vous faites ces petits bouts de mélodie qui font le bonheur des autres. Vos chansons sont des mots de tendresse, des mots d'amour, dans un monde qui en manque parfois cruellement. Et votre réussite, c'est de rassembler toutes les générations, tous les peuples, tous les êtres, et finalement tous les mondes. La France, dit-on, est le pays de la chanson. Alors, vous êtes à la fois un de ses premiers paroliers, un de ses premiers compositeurs, et finalement un de ses premiers serviteurs, et la République, aujourd'hui, vous distingue en vous remerciant. Monsieur Charles Dumont, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur.